Je m'appelle Alice Grayson. J'ai 32 ans, et le soir où ma famille a fêté mon expulsion, j'ai cessé d'être leur fille et j'ai commencé à devenir moi-même. Je suis rentrée à la maison en m'attendant à un autre sermon, à un autre ricanement, à une autre plainte sur le fait que j'étais encore en train de comprendre les choses. Au lieu de cela, j'ai tourné dans l'allée et je me suis figé. Mes vêtements, mes livres, mes chaussures, mes bacs de rangement et la moitié de mes ustensiles de cuisine étaient éparpillés sur la pelouse, comme si quelqu'un avait vidé la chambre d'un mort. De la musique était diffusée par un haut-parleur situé près du porche. Des parents ont envahi la cour, des gobelets en plastique à la main, en riant comme s'ils étaient à une fête d'été. Un téléphone, posé sur un pot de fleurs, retransmettait tout en direct. Derrière eux, une pancarte géante indiquait « Va-t'en, pique-assiette. Ne reviens jamais. » Je suis restée là une seconde de trop. Et cela a suffi pour qu'ils me remarquent. Ma tante Karen Blake a levé son verre et a crié que le fait d'avoir plus de 30 ans et de n'avoir toujours rien devait être un record familial. Mon père, Daniel Grayson, m'a regardé droit dans les yeux, a jeté un hot-dog de son assiette et l'a laissé atterrir près de mes chaussures. Il a dit que c'était mon dernier repas gratuit. Personne n'a eu l'air choqué. Personne n'a essayé de l'arrêter. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Ce n'était pas un chaos d'ivrogne. C'était une humiliation planifiée. Ma mère se tenait près de la table et faisait semblant d'être mal à l'aise, mais elle ne bougeait pas. Ma jeune sœur Megan est restée près du porche, silencieuse, me regardant me noyer dans une scène qu'ils avaient tous accepté de mettre en scène. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo de la pelouse. Une du panneau et une de chaque visage souriant sous ces lumières. Puis j'ai pris les clés de ma voiture, je me suis retournée et je suis partie sans dire un mot. Ce qui s'est passé après mon départ a été pire pour eux que tout ce que j'aurais pu dire ce soir. Et si vous écoutez en ce moment même, indiquez l'heure et l'endroit d'où vous regardez dans les commentaires, car cette histoire a voyagé bien plus loin que cette pelouse. Le soir même, j'ai loué un appartement de courte durée, le genre d'endroit où les gens ne séjournent habituellement que lorsque quelque chose a très mal tourné. C'était au 3e étage d'un vieil immeuble aux couloirs étroits, à la peinture écaillée près des rampes d'escalier et à la porte d'entrée qui restait bloquée à moins de pousser fort avec l'épaule. J'ai emporté 2 sacs surchargés, un bac de rangement fissuré, ma mallette d'ordinateur portable et une boîte d'ustensiles de cuisine que j'avais réussi à prendre au hasard avant de laisser la pelouse derrière moi. C'était tout ce qui me restait d'une vie que j'avais passé des années à aider d'autres personnes à entretenir. Lorsque j'ai fermé la porte à clé, il était presque 2 heures du matin. Je suis restée au milieu de ce minuscule appartement, écoutant le ronronnement du réfrigérateur et la circulation à l'extérieur, et réalisant que personne n'était sur le point d'appeler mon nom depuis une autre pièce. Personne n'allait exiger quoi que ce soit. Personne n'allait me demander où j'étais, ce que j'avais acheté ou pourquoi j'avais l'air contrarié. Le silence m'a d'abord semblé étrange, mais pas cruel, juste inhabituel. Je me suis assise par terre parce que je n'avais pas encore de canapé. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai ouvert mon téléphone. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai commencé à faire défiler de vieilles photos. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de prouver que je n'avais pas imaginé ces 10 dernières années. Peut-être avais-je besoin de quelque chose de plus fort que la mémoire, parce que la mémoire peut être adoucie par la culpabilité. La culpabilité avait été l'arme préférée de ma famille aussi longtemps que je m'en souvienne. Et la première photo qui m'a interpellée a été prise sur le parking d'une épicerie à l'âge de 19 ans. Je souriais, les 2 bras entourant des sacs en papier remplis de nourriture, et à l'époque, je l'avais posté avec une légende stupide sur l'aide apportée à la maison. Ce que la photo ne montrait pas, c'est que Daniel venait de voir ses heures de travail réduites. Hélène pleurait dans la cuisine. Et j'avais vidé la plus grande partie de mon salaire sans hésiter parce que c'était ce que je m'étais entraînée à faire. Et la photo suivante date de mes 21 ans et ne montre rien d'autre qu'une photo floue d'un ticket de caisse. Mais je m'en suis souvenu instantanément. C'était le mois où la compagnie d'électricité avait envoyé un avertissement de coupure, et ma mère m'avait dit qu'elle avait encore oublié la date d'échéance. J'ai payé avant d'aller travailler, puis j'ai passé le reste de la semaine à écouter mes parents se plaindre de l'argent, comme si je n'avais pas tranquillement résolu le problème le matin même. Puis vinrent les photos liées à l'école. Megan dans de nouveaux vêtements pour un événement. Megan souriant avec un sac à dos que j'avais acheté. Megan tenant des livres que j'avais payés parce qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. La famille en parlait comme si l'aider était un devoir moral commun. Chaque fois que j'avais besoin de repos, d'espace, ou même d'un respect élémentaire,
c'était un sermon sur le fait que tous les autres avaient la vie plus dure. J'ai continué à faire défiler les messages, réparation d'un chauffe-eau, renouvellement d'une ordonnance, livraison d'une épicerie, transfert d'un prêt hypothécaire, argent pour l'essence, fonds d'urgence, remplacement d'un pneu, facture d'un dentiste, frais de retard. Tout était là, étalé sur des années, sous forme de reçus, de captures d'écran et d'ennuyeux petits éléments de preuve que personne ne pense jamais à conserver jusqu'à ce que la survie devienne un tribunal à l'intérieur de votre propre esprit. Ce qui m'a stupéfié, ce n'est pas le montant. C'était le modèle. Je payais, arrangeais, réparais, remplaçais, couvrait et aplanissait les problèmes depuis si longtemps que tout le monde dans cette maison avait commencé à traiter mes efforts comme le temps. Constante. Invisible. Attendu. Puis, au beau milieu de toutes ces photos, un nouveau message est apparu sur mon écran. Il venait de Megan. Maman pleure. La facture d'électricité est en retard. Peux-tu au moins envoyer quelque chose? Je l'ai regardé longuement, puis j'ai regardé à nouveau dans l'appartement. 2 sacs. Une lampe que j'ai achetée en venant. Pas d'épicerie, sauf des biscuits et des bouteilles d'eau. Pas encore de cadre de lit. Pas de chaise digne de ce nom.et d'une manière ou d'une autre, moins de 24 heures après avoir été publiquement humilié et jeté comme un déchet, j'étais encore contacté comme plan de secours. Non pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce qu'ils avaient besoin que le système fonctionne à nouveau. Ce message a changé quelque chose en moi. J'ai cessé de considérer leur comportement comme chaotique ou émotionnel. Il était organisé, prévisible, fonctionnel. Il s'adressait à moi de la même manière que les gens s'adressent à un interrupteur sur le mur, sans gratitude, sans réfléchir, en attendant simplement la lumière. J'ai donc commencé à défaire tous les points d'accès qu'ils avaient encore. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon seul nom. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai retiré mes cartes de toutes les plateformes de paiement partagées. J'ai passé en revue les anciens virements et j'ai fait des captures d'écran. J'ai classé mes dossiers par année. J'ai archivé tous les messages qui commençaient par une version quelconque de « Peux-tu juste, nous avons seulement besoin d'un peu d'aide ». Parce que j'en avais assez de laisser leurs urgences effacer la vérité. Puis j'ai commencé à effacer les photos de famille, les repas d'anniversaire, les photos de Noël, les photos de groupe souriantes où tout le monde se penchait sur moi comme si j'étais à ma place. Je les ai supprimées une à une jusqu'à ce que l'album ait l'air plus vide, plus propre, presque honnête. En fin d'après-midi, j'avais acheté un mug, une couverture, une assiette, une chaise d'occasion et une cafetière bon marché. Ce n'était pas grand-chose, mais cette pièce avait plus de dignité que la maison des Grayson ne m'en avait montré depuis des années. Personne ne pouvait me traiter d'égoïste pour avoir dormi. Personne ne pouvait me reprocher de dire non. Personne ne pouvait organiser une fête parce que j'avais cessé d'être utile. Assise seule dans cet appartement. J'ai finalement compris la plus cruelle des vérités. Je n'avais jamais été aimée pour ce que j'étais dans cette maison. J'avais été appréciée pour ce que j'avais empêché, ce que j'avais payé, ce que j'avais absorbé et pour la discrétion avec laquelle j'avais disparu dans le service. Et à la seconde où je suis partie, l'effondrement avait déjà commencé. Et la première semaine qui a suivi mon départ a été presque calme si l'on ne regardait que mon côté des choses. J'ai déballé lentement. Je n'ai acheté que ce dont j'avais besoin. Je me suis habituée à me réveiller sans que la tension soit déjà présente dans ma poitrine. Mais chez les Grayson, le silence avait apparemment duré aussi longtemps que leur argent. Les mises à jour me parvenaient par bribes. De la part de personnes qui ne savaient même pas qu'elles me donnaient une image complète de la situation. Une ancienne collègue de travail m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien parce qu'elle avait appris par un voisin que des cris avaient retenti tous les soirs dans la maison de mes parents. Une autre personne que je connaissais à peine m'a demandé si j'avais déménagé pour de bon parce qu'elle avait vu des avis de la compagnie d'électricité à la porte et pensait que quelque chose de grave s'était produit. À eu début, je n'ai pas beaucoup réagi. Les familles se disputent. Les factures s'accumulent. Je n'ai pas été surpris. Mais les détails sont devenus plus précis. Le 5e jour, j'ai appris que l'Internet avait été coupé parce que la facture n'avait pas été payée. Megan, qui avait l'habitude de considérer le Wi-Fi comme un droit humain fondamental, s'est soudain retrouvée assise dans des cafés à essayer de faire avancer les choses parce que personne à la maison ne s'en occupait. Le 7e jour, le vieux chauffe-eau est finalement tombé en panne. Daniel avait retardé sa réparation pendant des mois parce que je m'occupais d'abord des autres urgences.
Et une fois que j'étais parti, il n'y avait plus personne pour gérer les priorités ou trouver l'argent nécessaire pour réparer les choses avant qu'elles ne tournaient mal. Et la fuite a inondé une partie de la buanderie et endommagé un mur. Hélène était apparemment en larmes, appelant des gens qui ne pouvaient soudainement pas l'aider. Dès la 2e semaine, les conséquences n'étaient plus des désagréments domestiques. Elles étaient structurelles. Daniel avait toujours aimé agir comme si la maison fonctionnait grâce à son autorité, mais l'autorité n'est pas chère quand quelqu'un d'autre fait le travail invisible qui la soudage tant. Et si je ne m'occupe pas des formulaires, des rappels, des horaires et d'un millier de petits détails, personne ne s'en aperçoit jusqu'à ce qu'il cesse d'être fait. Et sa vie au travail a également commencé à déraper. Il a raté quelque chose d'important, s'est mis en colère, a giflé un supérieur pendant une réunion et s'est fait renvoyer chez lui. 3 jours plus tard, il a été licencié. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, je n'ai pas fêté l'événement. Mais je suis resté immobile pendant un moment, car c'était la première preuve que son chaos n'avait jamais vraiment été maîtrisé. J'en avais juste absorbé suffisamment pour qu'il ait l'air fonctionnel. Megan s'est ensuite dévoilée, exactement comme je le savais. Elle avait été élevée dans un système où la pression l'atteignait déjà filtrée. Le linge semblait fait. Les provisions semblaient être faites. Les factures semblaient payées. Les rendez-vous étaient mémorisés. Les échéances étaient discrètement renforcées. Lorsque j'ai disparu, la couche protectrice a disparu avec moi. Elle a négligé un examen de révision, a manqué une échéance importante et a échoué à un important test de qualification dont elle parlait depuis des mois. Je n'étais pas content qu'elle échoue, mais je ne pouvais pas ignorer ce que cela révélait. Sa confiance en elle avait toujours dépendu de l'appui de quelqu'un d'autre. Les messages d'Hélène ont changé de ton à cette époque. Les premiers étaient rigides et prudents, comme si elle croyait encore pouvoir me manipuler avec sa seule tristesse maternelle. Puis ils sont devenus plus directs. Réponds, s'il te plaît. Ton père est très stressé. Megan a des difficultés. L'hypothèque est en retard. Nous risquons de perdre la maison. Cette phrase est restée gravée dans ma mémoire parce qu'elle n'avait jamais été aussi proche d'admettre à quel point le ménage dépendait de moi. Pendant des années, j'ai couvert les courses, les factures, les réparations, les médicaments, les déficits de trésorerie, les urgences aléatoires et la moitié du travail invisible qui empêchait tout le monde de paniquer. Il me traitait d'irresponsable tout en s'appuyant sur l'infrastructure de mes efforts. Il me traitait de fardeau tout en dépensant la stabilité que j'avais créée. Une fois que je me suis éloignée, l'illusion s'est vite dissipée. Même tante Karen Blake, qui avait ri comme si la fête était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue, a commencé à montrer des fissures. J'ai entendu dire qu'elle comptait sur Hélène pour une aide financière occasionnelle et un soutien émotionnel. Hélène n'avait plus ni l'un ni l'autre à donner. Avec le retard de paiement de la maison Grayson, même les personnes qui se moquaient le plus de moi découvraient soudain à quel point tous leurs petits arrangements égoïstes étaient interdépendants. Les parents qui n'avaient aucun problème à se présenter pour une fête d'humiliation n'avaient aucun intérêt à se présenter avec de l'argent pour les courses, des offres de prêt ou un soutien pratique. C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable nature de la vengeance. Je n'avais pas besoin de crier, de les dénoncer ou de les poursuivre avec des discours. Je devais seulement cesser de les secourir. Leur chute n'était pas quelque chose que je devais inventer. C'était ce qui se produisait naturellement une fois que mon travail et mon argent ne les protégeaient plus des conséquences de leurs propres habitudes. À la fin de la 2e semaine, je dormais mieux, je mangeais mieux et je respirais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Non pas parce que j'aimais savoir qu'ils avaient des problèmes, mais parce que la réalité avait enfin atteint une maison qui avait l'habitude de rejeter tout son poids sur moi. C'est alors qu'Hélène a envoyé le message qui a tout changé. Pouvons-nous nous rencontrer? S'il te plaît. Je te le demande en tant que mère. Je te le demande en tant que mère. Elle ne demandait pas cela parce qu'elle avait soudain compris ce qu'elle avait fait. Elle le demandait parce que la maison saignait, que Daniel était au chômage, que Megan échouait et que la personne qu'ils appelaient un pique-assiette s'était avérée être le seul adulte de l'immeuble. Je n'ai pas répondu tout de suite à Hélène. J'ai d'abord appelé Megan. Je voulais entendre une voix honnête avant d'accepter de m'asseoir en face de l'une d'entre elles. Elle a décroché presque instantanément, comme si elle avait fixé son téléphone en attendant qu'il sonne. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a semblé soulagée et effrayée à la fois. Elle s'est mise à parler trop vite, comme le font les gens lorsqu'ils ont retenu quelque chose pendant trop longtemps et qu'ils ont besoin de le déballer avant que la ligne ne soit coupée. Elle a dit que la maison était horrible. Daniel était tout le temps en colère. Hélène dormait à peine. Il y avait de la tension dans toutes les pièces.
Personne ne savait quoi faire à propos de l'hypothèque. La voiture devrait peut-être être vendue. Elle disait qu'elle ne pouvait pas se concentrer, qu'elle ne pouvait pas étudier, qu'elle n'avait pas les idées claires. Sous tout cela, il y avait de l'incrédulité, une véritable incrédulité à l'idée que je sois restée absente. Je l'ai laissée parler jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. J'ai alors posé la seule question à laquelle je voulais répondre. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer après cette fête? Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne l'admette. Il pensait que je me mettrais en colère, que je disparaîtrais pendant quelques jours. Puis que je reviendrais une fois que je me serais calmée. Cette réponse m'en a dit plus que toutes les excuses possibles. Et la fête n'avait pas été une explosion émotionnelle impulsive. Il s'agissait d'une punition coordonnée. Il voulait m'humilier assez durement pour briser ma résistance, mais pas pour couper le système. Il pensait que la honte publique me forcerait à redevenir utile. Il pensait que l'embarras me rendrait reconnaissant pour les restes. Il pensait que je reviendrais plus doux, plus obéissant, plus désespéré de prouver que je n'étais pas ce qu'il m'appelait. Au lieu de cela, je les ai laissés avec leur propre vie entre leurs mains pour la première fois. Megan a commencé à pleurer quand elle a compris que je n'allais pas la réconforter. Elle m'a dit que personne ne pensait que cela irait aussi loin. Je lui ai dit que c'était déjà allé très loin au moment où mes affaires ont atterri sur la pelouse et qu'un live stream a été diffusé. Elle m'a demandé si je pouvais au moins l'aider temporairement. Pas pour toujours. Juste le temps que les choses s'arrangent. Cette phrase, jusqu'à ce que les choses s'arrangent, m'avait fait perdre des années de vie. C'est ainsi que chaque sacrifice avait toujours été encadré. Temporaire. Nécessaire. La dernière fois. Jusqu'à ce que les choses se calment. Jusqu'au mois prochain. Jusqu'à ce que ton père se remette sur pied. Jusqu'à ce que Megan rattrape son retard. Jusqu'à ce que le cycle des factures se réinitialise. Jusqu'à ce que la crise passe. La crise n'est jamais passée. Elle a continué à se nourrir de moi. Alors je lui ai dit non. Pas d'argent. Pas de déménagement. Pas de couverture des factures. Pas d'intervention parce que Daniel s'était effondré sous la pression de gérer sa propre vie. Elle a pleuré plus fort et, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas confondu la douleur de quelqu'un d'autre avec ma responsabilité. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table et j'ai commencé à rassembler tous les documents que j'avais conservés. Les factures de services publics que j'avais payées, les totaux d'épicerie, les virements bancaires, les reçus de pharmacie, les réparations de voitures, les dépenses d'urgence à la maison, les paiements pour l'école de Megan. L'aide hypothécaire que Daniel avait promis de rembourser. Les retraits d'argent effectués après des appels nocturnes au sujet d'un désastre à la maison. Pièce par pièce, j'ai construit une trace écrite de la vie qu'ils avaient passé des années à effacer avec des mots tels qu'égoïste, paresseux, instable et ingrat. Lorsque j'ai fini de tout trier par année, la pile ressemblait à l'audit d'une petite entreprise en faillite. D'une certaine manière, c'est exactement ce que la famille Grayson avait été. Une entreprise en faillite déguisée en foyer, maintenue par un travailleur non rémunéré à qui tout le monde en voulait d'avoir remarqué l'attente. Ce n'est qu'une fois que j'ai eu ces papiers sous les yeux que j'ai répondu à Hélène. Mon message était court. Je vous donne rendez-vous en public. Si quelqu'un me ment, me manipule, me culpabilise ou me demande de l'argent, je pars immédiatement. En moins d'une minute, elle a répondu d'un mot. D'accord. Ce seul mot m'a montré à quel point la situation était devenue désespérée. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café du centre-ville, un terrain neutre où les voix restaient discrètes parce que des étrangers étaient toujours assez proches pour les entendre. La nuit précédant le rendez-vous, Megan a envoyé un nouveau texto. Elle m'a dit que c'était peut-être le début de la guérison, que tout le monde comprenait enfin ce qu'ils avaient fait. J'ai lu le message sans émotion. Les gens disent qu'ils comprennent une fois qu'ils ont peur. Ils disent qu'ils sont désolés lorsque les factures arrivent à échéance. Ils disent qu'ils veulent la guérison alors que ce qu'ils veulent vraiment, c'est que l'accès soit rétabli. Le lendemain matin, avant de partir, je suis restée un moment dans mon appartement et j'ai regardé autour de moi tout ce que j'avais construit en 2 semaines. L'endroit était petit. Les meubles étaient bon marché. Les rideaux n'étaient pas assortis. Mais il régnait dans cette pièce une paix qui n'avait jamais existé dans la maison où j'avais grandi. Personne ne s'attendait à ce que je saigne juste parce qu'ils appelaient ça de l'amour. J'ai mis les documents dans mon sac, refermé mon manteau, fermé la porte derrière moi et je me suis dirigée vers le café en étant certaine d'une chose.
Si la famille Grayson voulait me voir maintenant, elle allait me voir telle que j'étais vraiment. Pas comme leur fille sur demande, pas comme l'arrangeuse silencieuse, pas comme la personne qu'ils pourraient humilier et encore récupérer plus tard. Ils allaient rencontrer la version d'Alice Grayson qu'ils avaient eux-mêmes créée en allant trop loin. Hélène était déjà assise quand je suis arrivée, tenant à deux mains une tasse de café intacte, comme si c'était la seule chose qui la maintenait ensemble. Megan était assise à côté d'elle, les yeux fatigués et les épaules affaissées. Daniel n'était pas là. Bien sûr qu'il n'était pas là. D'habitude, l'orgueil arrive en retard au désastre. Dès qu'Hélène m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Pas en silence, d'ailleurs. C'était le genre de pleurs publiques qui pousse les étrangers à jeter un coup d'œil et à détourner poliment le regard. Un an plus tôt, je me serais précipitée pour la calmer. Cette fois, je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle a commencé par les répliques habituelles. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit que les choses avaient dérapé. Elle a dit que tout le monde avait été ému, embarrassé, accablé. Elle a dit que personne n'avait voulu dire ce que l'on pensait. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les photos de cette nuit-là et tourné l'écran vers elle. Mes affaires sur la pelouse. La pancarte. La retransmission en direct. Les visages souriants. Daniel avec son air satisfait. Comment aurais-je pu faire autrement pour organiser une fête célébrant mon exil, ai-je demandé. Megan a détourné le regard. Hélène a pleuré plus fort. C'est alors que la vérité a commencé à se faire jour. Ils étaient en retard dans le remboursement de l'hypothèque. Daniel a été licencié. Et la voiture pourrait devoir être vendue. Les factures étaient en retard. Tante Karen ne pouvait pas les aider, car elle était elle-même confrontée à un désastre financier. Les parents qui avaient ri à la fête étaient soudain impossibles à joindre. Megan a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point je m'occupais de tout jusqu'à ce que je sois partie. Cette phrase est tombée plus durement que les excuses. Elle était là. L'aveu caché dans la supplication. Je n'ai jamais été le profiteur. J'étais le système non rémunéré qui les maintenait en vie. Megan a pris la parole ensuite. Et ce qu'elle a dit était la chose la plus honnête que quelqu'un à cette table m'ait offerte. Nous ne pensions pas que tu nous laisserais gérer tout cela. Je me suis penchée en arrière et je l'ai regardé. C'était sa. C'était toute la famille en une seule phrase. Il ne voulait pas que je parte. Il voulait que j'aie peur. Il voulait que je sois obéissante. Il voulait que je sois assez humiliée pour revenir et assez reconnaissante pour accepter le pire. J'ai ouvert mon dossier et j'ai fait glisser plusieurs pages sur la table. Factures, totaux des courses, factures de réparation, virements bancaires, dépenses scolaires, reçus d'ordonnances. Voilà à quoi ressemblait la famille lorsque c'était moi qui vous portais tous. J'ai dit, à quoi ressemblait la famille quand vous m'avez jeté dehors? Aucun des deux n'avait de réponse. Hélène a murmuré qu'elle m'avait déçue. Je lui ai dit que l'échec était privé. Ce qu'ils ont fait était public, délibéré. Fière. Puis elle a finalement posé la vraie question, enfouie sous toutes les larmes. Est-ce que je les aiderais? J'ai répondu immédiatement. Pas d'argent. Pas de déménagement. Pas de compte partagé. Pas de sauvetage. S'ils voulaient des conseils pratiques, je leur en donnais. Vendez la voiture. Réduisez toutes les dépenses inutiles. Parlez à la banque avant que la défaillance ne s'aggrave. Arrêtez d'emprunter pour sauver les apparences. Demandez à tous les parents qui ont apprécié la fête de contribuer à quelque chose de concret, mais je ne leur épargnerai pas le coût de leur propre cruauté. Megan parut stupéfaite, comme si un conseil sans sacrifice n'était pas de l'amour. C'est alors que son téléphone sonne. Elle y jette un coup d'œil et montre le message à Hélène. C'était de Daniel. Si je ne reviens pas avec elle? Demande-lui si elle comprend ce qui se passera si la maison disparaît. Je n'avais pas besoin d'entendre autre chose. Pas d'excuses. Pas de honte. Juste un moyen de pression. La maison. L'image. Les conséquences devenant gênantes. Je me suis levée et j'ai remis les copies dans mon sac. Vous avez tous organisé une fête parce que vous pensiez que ma valeur s'arrêtait au moment où je cessais de vous être utile, ai-je dit. Maintenant, la fête est finie. Les factures sont réelles. Et vous voulez que je me sente coupable parce que la cruauté s'est avérée coûteuse. Je ne reviendrai pas. Je ne paierai pas.
Et je ne porterai pas cette famille un jour de plus. Hélène m'a supplié de m'asseoir. Meghan m'a demandé d'y réfléchir. Je leur ai dit que je l'avais déjà fait. Pendant 14 ans. Puis j'ai laissé de l'argent pour mon café et je suis partie sans me retourner. Pendant les 3 jours qui ont suivi la réunion au café, personne ne m'a contacté. Pas d'appel, pas de message. Pas d'excuses émotionnelles soudaines d'Hélène, pas de texte paniqué de Meghan, pas de tentative colérique de Daniel pour reprendre le contrôle. Le silence aurait dû être paisible, mais ce n'était pas le cas. Il m'a semblé stratégique. Je connaissais trop bien ma famille. Lorsque la colère échouait, ils essayaient la culpabilité. Lorsque la culpabilité échouait, ils essayaient la douceur et appelaient cela de l'amour. Alors, quand Hélène m'a finalement envoyé un texto pour me demander si elle pouvait passer à mon appartement, juste pour parler calmement et apporter une petite plante, je savais déjà qu'il y aurait quelque chose de caché sous cette visite. Pourtant, j'ai dit oui. Non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que je voulais voir jusqu'où elle irait maintenant que le désespoir avait remplacé la fierté. Mon appartement était petit et sobre, avec une chaise d'occasion, une table minuscule. Des rideaux bon marché et une lampe qui donnait l'impression que la pièce était plus chaude qu'elle ne l'était en réalité. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était le mien. Avant qu'elle n'arrive, je me suis surprise à arranger les choses comme je le faisais toujours avant qu'un membre de ma famille n'entre dans une pièce, en faisant de la place pour son confort tout en ignorant le mien. Lorsqu'Hélène a frappé, elle tenait une plante en pot et une boîte de boulangerie blanche. Elle est entrée avec ce sourire prudent que les gens arborent lorsqu'ils veulent avoir le mérite d'avoir essayé avant d'avoir fait quoi que ce soit de significatif. Elle a regardé autour d'elle, a dit que l'endroit était confortable, que je m'étais bien débrouillée. Et a même dit qu'elle était fière de moi pour m'être mise sur pied si rapidement. Ce mot m'a presque fait rire. Elle n'avait pas été fière lorsque mes affaires avaient été jetées sur la pelouse. Elle n'avait pas été fière quand Daniel m'avait humiliée devant la famille et les voisins. Mais maintenant que j'avais survécu sans eux, elle voulait admirer le résultat. Pendant les premières minutes, elle a maintenu une conversation légère. Elle m'a demandé des nouvelles du quartier, du travail, si je dormais mieux. Puis, petit à petit, la question s'est déplacée. Le loyer était-il cher? Est-ce que je me débrouillais bien? Avais-je pu économiser quelque chose depuis que j'avais déménagé? Je connaissais ce schéma. D'abord l'inquiétude, puis les questions pratiques, puis la demande cachée dans le devoir. Finalement. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe. Elle l'a posée sur la table entre nous et m'a dit qu'elle voulait seulement que je comprenne à quel point les choses étaient devenues sérieuses. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des avis de retard, un avertissement concernant l'hypothèque, un rappel de paiement de voiture en retard et une liste manuscrite des dépenses du ménage. À bas de la page, il y avait une phrase écrite de sa main. Même si tu ne reviens pas, tu peux toujours faire ce qu'il faut en tant que notre fille. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai dit calmement, c'est donc pour cela que tu es venue. Hélène s'est mise à pleurer, mais pas comme au café. Ses larmes étaient plus fines, plus frustrées. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle a dit qu'il était impossible de vivre avec Daniel. Meghan s'effondrait et la maison se noyait. Elle a dit qu'elle avait espéré qu'en tant que mère, elle pourrait m'atteindre d'une manière plus douce. Il n'y a rien de doux dans le fait d'apporter des factures dans l'appartement de la fille que vous avez aidé à jeter. Je lui ai demandé pourquoi elle avait promis qu'elle voulait seulement parler si c'était ce qu'elle avait prévu depuis le début. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas un plan, quelque chose qu'elle avait apporté au cas où je semblerais ouverte, au cas où je me souviendrais que la famille aide la famille. Cette phrase a refroidi quelque chose en moi. Je l'avais entendue chaque fois qu'il voulait de l'argent, du travail, de la patience ou du silence. Jamais quand j'avais besoin de protection. Jamais quand j'avais besoin de repos. Jamais quand j'avais besoin que quelqu'un empêche Daniel de faire de mon humiliation un spectacle. Je lui ai dit que la fille à qui elle parlait en ce moment avait été abandonnée sous une pancarte la traitant de pique-assiette alors qu'elle était restée là sans rien faire. Si elle avait voulu une famille, c'était le moment d'agir comme tel. Hélène a pleuré plus fort et a dit qu'elle s'était figée, que tout était devenu incontrôlable et qu'elle le regrettait tous les jours. Je lui ai dit que les regrets ne signifiaient rien lorsqu'il s'agissait d'établir un calendrier de paiement. Elle m'a regardé comme si j'étais cruelle, mais je n'ai fait qu'être honnête. Elle a dit que je lui manquais. Je lui ai dit que c'était peut-être le cas, mais que ce qui lui manquait le plus, c'était ce que je faisais pour cette maison. L'argent, le travail.
La façon dont j'absorbais chaque crise avant qu'elle n'atteigne les autres points, puis elle a dit la phrase dont elle pensait probablement qu'elle fonctionnerait encore sur moi. Tu es toujours ma fille. Je l'ai regardée et lui ai dit, la fille sur laquelle tu comptais a été abandonnée sur cette pelouse. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot maintenant, comme s'il effaçait ce qui s'est passé. La pièce s'est complètement figée après cela. Elle m'a regardée comme si elle ne me reconnaissait plus, et pour une fois, j'étais contente. Elle a dit que j'avais changé. Je lui ai répondu que non, que j'avais simplement cessé de traduire la cruauté en obligation. Je lui ai rendu l'enveloppe et je me suis levée. Je lui ai dit que je ne paierais pas une facture de plus, une réparation de plus, une urgence de plus créée par des gens qui avaient célébré le fait de se débarrasser de moi. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Elle est restée assise pendant une seconde. Comme si elle attendait que ma culpabilité se manifeste et l'empêche de partir. Cela n'a pas été le cas. Finalement, elle s'est levée, a ramassé l'enveloppe, a pris la boîte de boulangerie, puis a hésité et a pris la plante aussi. Le cadeau était alors conditionnel. Sur le seuil de la porte, elle s'est retournée et a demandé d'une voix blessée si c'était vraiment le genre de personne que je voulais devenir. J'ai pensé à la pelouse, au panneau, au rire et à Daniel qui jetait de la nourriture à mes pieds. Puis j'ai répondu, non. C'est le genre de personne que tu as rendu nécessaire. Elle est partie sans un mot de plus. Après avoir fermé la porte, l'appartement m'a semblé plus calme qu'avant, plus propre en quelque sorte. Pendant des années, décevoir Hélène m'avait donné l'impression d'échouer en tant que fille. Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, je l'ai déçue et je n'ai ressenti que du soulagement. Le lendemain, j'ai appris que la voiture avait été mise en vente. C'est bien. Laissons les apparences passer en premier. Laissons-les apprendre à quoi ressemble la survie lorsque plus personne ne paie tranquillement pour l'illusion. Une semaine plus tard, Daniel m'a appelé pour la première fois depuis la nuit de la fête. J'ai failli l'ignorer, mais je voulais entendre ce qu'un homme pense lorsque sa fierté commence à s'effondrer sous l'effet des conséquences réelles. Et sa voix était plus grave que d'habitude, plus lente aussi. Comme si chaque mot devait franchir quelque chose de tranchant pour sortir. Il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Je lui ai dit qu'il pouvait dire tout ce qu'il voulait au téléphone. Et il y a eu un long silence avant qu'il n'admette que la maison avait de sérieux problèmes. Et elle a dit qu'il était en colère depuis des mois, en colère à cause de l'argent, honteux que les choses soient instables, amer que la famille soit devenue dépendante de l'aide, personne ne voulait admettre qu'il y avait de l'aide. Il a dit que lorsque les membres de la famille ont commencé à plaisanter ce soir-là, il s'est joint à eux. Parce que cela lui semblait plus facile que de les arrêter. Plus facile que de me défendre. Plus facile que d'admettre que la personne dont il se moquait le plus était celle qui tenait la maison ensemble. Je l'ai écouté plus longtemps qu'il ne le méritait. Car je voulais savoir si une véritable responsabilisation se formerait un jour en lui. C'était presque le cas. Puis il a tout gâché. Il a dit, je sais que nous t'avons fait du mal, mais si tu comprends ce qui est en jeu ici, tu comprendras peut-être pourquoi nous devons aller de l'avant. Le besoin. Pas espérer. Pas demander. Besoin. Passer outre. Comme si la douleur devenait déraisonnable à la seconde où les personnes qui l'ont causée ont besoin d'efficacité. Je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui envoyer et qu'après qu'il l'ait lu, il n'y aurait plus rien à discuter. Puis j'ai raccroché. 2 jours plus tôt, j'avais parlé à un avocat. Au fil des ans, j'avais apporté des contributions documentées aux dépenses du ménage, aux paiements hypothécaires d'urgence, aux réparations, aux médicaments, à l'épicerie et à d'autres frais que mes parents avaient promis de rembourser plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne cherchais pas à me venger. Je ne revendiquais pas la maison. Je faisais quelque chose de beaucoup plus froid et de beaucoup plus réel. J'ai envoyé à Daniel et Hélène une lettre de mise en demeure accompagnée de copies des dossiers, en précisant exactement la part de mon argent qui avait servi à maintenir ce foyer en vie et les mesures légales qui suivraient s'ils ignoraient le remboursement. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone s'est illuminé d'appels en absence. Daniel a appelé 6 fois. Hélène en a appelé 4. Megan a envoyé un message disant que j'étais en train de détruire la famille. J'ai finalement répondu une fois. Daniel avait l'air abasourdi. Il m'a demandé si j'allais vraiment leur faire ça. Je lui ai dit que non. Il a dit qu'il faudrait peut-être vendre la maison. Je lui ai dit que c'était un problème pour les gens qui y vivaient. Il m'a traité de sans cœur. Je lui ai demandé si son cœur avait été actif pendant la fête. Il n'avait rien à répondre.
Il a ensuite déclaré qu'une action en justice humilierait tout le monde. Cette phrase m'a presque fait rire. L'humiliation publique avait soudain de l'importance. Je lui ai dit qu'il aurait dû y penser avant de transformer mon exil en divertissement. Puis je l'ai bloqué. J'ai bloqué Hélène. J'ai bloqué tante Karen. J'ai bloqué tous les parents qui avaient ri, regardé, commenté ou traité ma douleur comme une fête de famille. Après cela, j'ai posté une phrase dans une histoire privée où quelques contacts communs la verraient et la laisseraient se répandre exactement là où elle devait aller. Et la fille que vous avez traitée de pique-assiette payait plus que vous tous réunis. À partir d'aujourd'hui, elle ne paie plus rien. C'est tout. Pas de diatribe. Pas de longue explication. Juste la vérité. À eu cours du mois suivant, j'ai appris ce qui s'était passé à travers la distance et le silence. La voiture a été vendue. L'hypothèque a dû être renégociée. Tante Karen a cessé de se montrer. Megan a obtenu un emploi à temps partiel pour la première fois de sa vie. Daniel a accepté un travail temporaire qu'il aurait autrefois considéré comme indigne de lui. Hélène a cessé d'envoyer des messages émotionnels parce que toutes les portes par lesquelles elle avait l'habitude d'entrer étaient verrouillées. Ils ont survécu. Comme le font généralement les gens lorsqu'ils y sont contraints. Ils ont juste dû survivre sans moi. Et c'était ça la revanche. Ne pas crier. Pas les détruire en une scène dramatique. Et la vraie vengeance consistait à les laisser vivre dans la réalité qu'ils avaient créée après avoir supprimé la seule personne qui les en protégeait. La vraie vengeance consistait à leur faire comprendre ma valeur seulement après avoir perdu l'accès à cette valeur pour toujours. Et il m'arrive encore de penser à cette pelouse. Le panneau, la musique, les rires, le hot dog qui frappe l'herbe près de mes pieds. Mais quand je m'en souviens maintenant, je ne ressens pas de honte. Je ressens de la clarté. Parce que c'est ce soir-là que la famille Grayson a révélé ce qu'elle était exactement. Et la nuit où Alice Grayson a cessé de leur appartenir. Chez Riven Jargon. Notre équipe se consacre à la création d'histoires significatives et engageantes qui trouvent un écho auprès des téléspectateurs. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive, créée pour transmettre des leçons de vie utiles et des messages éducatifs par le biais d'une narration puissante. L'une des valeurs éducatives les plus fortes de ce scénario est la leçon sur l'estime de soi, les limites personnelles et la résilience émotionnelle. Et elle montre aux téléspectateurs que la gentillesse ne doit jamais signifier permettre aux autres de profiter de vous et que les expériences difficiles peuvent enseigner des leçons précieuses sur la dignité, la responsabilité et la croissance. Has to be in the middle. It's not ready yet. Midnight. I broke the command. Do you guys like it as chain? Yep. And then move that one. Or should I name it freeze tag? Move. Oh my god, just fucking do it. I'm doing it. Hi, Chris. Thanks for the leg. Backseat fucking gaming. Oh my god. Is that really considered backseat though? No, it's not. It's more like it's like encouragement. passenger. It's passenger seat. Yeah, it's passenger seat. Why are you doing the house again, Mama? You've been sorted into Gryffindor. Nope. You're on Gryffindor. These two need to be up top. Well, wait. You don't fucking say. This one, bro. This one needs to be down here. Dingle. This one needs to be up here. Oh my god. Dingle. Dingle. I hate to tell you, but that ain't right. Can you guys like go find the other Copic jars? I'll deal with this. Sure. Nah. Take my jar. Wait, take my jar. Here's one jar. I really Here's don't my want to other die. jar. She's a Ravenclaw. I don't want Gryffindor. Well, I'm sorry. Slytherin. It's based off the amount of characters in your house. I did math just to make sure that you guys could have that one and the Phasmophobia ghost type. Okay. I don't do. Oh. Thanks for the resub, Retro. So wait, I have to go up to the thing that's gonna touch my butt? I think there's a canopic jar in the big scary room where we found him. I've got ads. All right, my friends, we've got ads going in 1 minute. Hi, Archer. How are you, babes? All right, let me see here. Alright, I need waffle fries. No. I'm a Slytherin. Me too. I'm a Slytherin too.
I had to make sure my own house was I right. am a Slytherin for a different reason, but I feel like you're talking about Harry Potter and not something dirty. Yeah, it is Harry. No, fuck that shit. He's pounding. He's a pounding hard. I hear him. Oh, okay. I hear him. I got Thanks some for news. The jump What scare, news? Retro. Sorry, it didn't scare me. I don't like it. I don't like it. Don't touch me. I don't consent. No, don't touch me there. No. You're doing the Galaxies event? Heck yeah, let's go. I'm not gonna lie, Yeah, I did not fruit sign up smash. for it. Oh, he's camping. Oh, camper, hey. Okay, can I come down now? Can I come into the out now? Please? No! Go away! Don't touch me! I didn't think I was gonna get it. Why not? Yeah, they're letting everyone. Drama. Yeah, no, you're fine. Wait, that reminds me, Mama. Mama, I didn't hear your thing play when you came in. Did your sound not play? Okay, he is really camping me hard. I can't move. It did? Okay. Yeah, I didn't... Hold on. I didn't want to do the Galaxies thing just on the possibility of it being messed up like it was for the TwitchCon thing. I just didn't want to. I'm sorry. But I will make sure to send everyone over to the actual Galaxies thing so that everyone gets the badge. Okay, I'm back. I hear laughing. Dude, the slow turn that you do. I'm encouraging Dingle and he's slow turning on me. Did you not want Slytherin, Jessica? I'm trying to find these thingy-mabobbies for the thingy-majiggy, and I just can't find them. I'm in a room with fog. It's a little foggy in here. Somebody was smoking hard. Oh god, don't pounce on me. I just hide here quietly. A bit. I'm just watching Dingle do this. It's so great. I'm not laughing at you, Dingle. I'm just like, I'm chuckling. I can see you when the wheels start turning in your head while you're looking at it. Thank you for the fart, Mama. Nope, that wasn't Mama. That was Midnight. Thank you for the fart, Midnight. My glasses are fogging up. I am so happy because last time I was live on Monday, we had so many of the atomic farts. I was literally worried about today. I hear. No, Hi, I'm no, new here. no. Oh, shit. Fuck. Whoa. No. I don't like it. Help. Alright, Help. Okay. Help. I'm I need on the somebody. way. Help. Anybody help. They took away my door. I'm being followed. Wait, What? there's money. I like money. Not you. Go away. I've been transferred up. Gosh dang it. I need help. I really need help. Oh, I've been teleported to another room. And there's bodies. Oh, good luck in there. oh, fuck. Yeah, I can't get out. There's no door, and he's coming from my tits. You have to run along the wall. I'm waiting Wait, for to him to find go it? away so I Oh. can turn. Oh god. Sorry, chat. I just totally ignored y'all. Human Banana. We're having a pinata at Karen's birthday party. I didn't know he could fucking come down the stairs. Yeah, he can go all the way in. Wait, that's good though, because he means he's not here for me. Oh!
Wait, am I still looking for these jars? I don't know. Yes. Oh my god, I'm fucking scared. Guys, I think Dingle hates me. No. No. My Wow, Dingle, you're just gonna chicken. hate on Cece like that? I'm just a scared little ball of fire. Okay, wait, but hear me out, guys. Look at his butt. Like, his butt kind of is cute, right? Right? Okay, I'll give He him that. needs an emotional support booby. Oh god. Wait, I didn't turn that on. Guys, who's pressing buttons? Can I come into the out now? I don't know where he is. And I'm legit terrified. I don't know where I am. My heart, I need to find my watch. My heart's gotta be at like 120 right now, guys. Guys, and they're back to the Russian roulette. Oh my good lord. Oh, I went through the portal. Okay. Dacon. Okay, must be banished with sound words by activating them in alphabetical order. I'm Okay. starting to think that there's no more jars. Dingle, you're lying to me. There's no more. Dingle, have you picked up any of them? 2. You picked up I two? got 2. Well then, oh my god, you guys, communication. Fuck's sake, we have all of Wait. them. God damn it. No, I Everything's didn't have to fine. be up here. Communication. Correct. Wait, how does that go? How does that go? Correct. 64. No regrets? Or how does that go? Wait, hold on. I need somebody here. Where's my children? Wait, how does that thing go? Alright, we're just waiting for you to come down all the way. For me to okay, got it. I stopped what I was gonna say. I thought about it and I was gonna say it and I stopped because I was like, that's really inappropriate. Coward. What? There's money in here. Wait, there is jars. I found 2 more. Wait, Dingle, did you pick up my jars? Maybe. You didn't Oh my specify what jars. Dingle! God damn it. I'm so lost right now, you guys. I don't know where I am. I went You're in a down. tomb.